c'est le printemps. Comment ça va, vous? Ah bah, nous, pas mal. Merci d'être avec nous. On va vous parler du syndrome bipolaire ce matin. Eh bien, c'est une maladie qui concerne quand même 2 millions d'entre vous. Quels signes doivent vous alerter et surtout quelles solutions trouver? On en parle avec un médecin psychiatre, le docteur Raphaël Giachetti, auteur de la maladie bipolaire. Vous savez, cette maladie qui conduit à des extrêmes, soit des dépressions profondes, soit des comportements euphoriques, d'exaltation, maniaques, d'hyperactivité. Voilà, donc on en parle ce matin. On va vous montrer des photos de chiens sous l'eau. Ça va être un grand moment. Pourquoi des photos parce que c'est comme ça. Justement, un chien n'est pas fait pour aller sous l'eau. Alors, justement, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est un photographe qui s'est intéressé à ce sujet. Hein, et donc, on va voir le résultat très étonnant, manifestement, si j'en crois les photos. Ils sont allés dans les coulisses d'un spectacle chinois, le plus grand spectacle chinois. C'est le plus grand spectacle de danse chinoise au monde et qu'on a vu rarement à la télévision. Donc profitez-en, c'est aujourd'hui, c'est au programme. En cuisine, il cherche les idées les plus folles pour vous proposer des recettes de tartes salées. Et alors ce matin, il a trouvé le butternut. Vous savez ce que c'est que le butternut? Ben moi, je ne savais pas, perso. Hein, Benjamin? Donc non, Sophie, le butternut, c'est pas du beurre de cacahuète, c'est une courge longue, la famille des curcubitacées. Curbitacées. Et je la fais avec de la forme d'ambert et un peu de zeste de citron. Je vous montre tout ça, petite pâte piment d'Espelette éteint. Ok. À tout à l'heure. Karine, bonjour. Bonjour à tous. Alors ce matin, vous l'avez dit, c'est le printemps. Si vous voulez nous envoyer des photos de votre commune sous le soleil ou sous... Pourquoi? Des photos de qui? Je vois de votre chat sous l'eau. Qui vous voulez. Non, je n'aurais pas osé quand même. Bon. Si vous voulez nous envoyer des photos, vous êtes les bienvenus par mail www.france2.fr. Comme vous l'avez dit, Sophie, ce matin, nous allons parler de bipolarité. Donc la question du jour, comment vivez-vous votre bipolarité? Et surtout, si vous avez un proche qui souffre de bipolarité, comment vous faites pour le gérer au quotidien? Voilà. Bon, en tout cas, on en parle de plus en plus de ce syndrome de bipolarité. Je ne sais pas pourquoi on en parle de plus en plus. Est-ce qu'on a posé le diagnostic récemment? Absolument, et puis de plus en plus de personnes se plaignent de ça dans leur comportement, dans leur vie quotidienne. Oui. Bon, c'est-à-dire que c'est des symptômes qu'on a depuis des années, certainement, mais qu'on arrive maintenant à bien identifier? La maladie bipolaire existe depuis la nuit des temps. Hein, et les formes les plus typiques, les plus bruyantes sont diagnostiquées, donc sont dans les manuels de psychiatrie depuis le 19e siècle, bien avant même. Mais les formes un peu plus atténuées, on les met en évidence avec les progrès de la clinique et de l'observation. Voilà, donc... Alors, on arrive à traiter cette maladie, on arrive à atténuer les symptômes, mais vous allez nous proposer un cas. Un cas, 2 cas même, et vous allez voir comment cette maladie peut être véritablement, je pèse mes mots, dévastatrice, avec l'exemple de 2 personnes. C'est un reportage de Florence Bouquillard. Regardez. Sa démarche est hésitante. Cet homme, que nous appellerons Pierre, est malade et prend beaucoup de médicaments. Diplômé de Harvard, il était directeur général, responsable de 1700 employés. En 2010, son comportement change, il ne va plus travailler, sa famille s'inquiète. Je restais au lit, je faisais rien, je bougeais pas, rien ne m'intéressait. Enfin bref, tous les symptômes de la dépression en fait. Hospitalisé quelques jours seulement, Pierre semble retrouver très vite la forme, un peu trop vite, il se conduit de façon étrange. Je me suis fait faire une 50aine de costumes, je me souviens. Une voiture de sport, une Aston Martin, une œuvre d'art, un Matisse, ça fait 300 000 € à peu près. Ça a eu des conséquences graves? Oui, très, puisqu'en fait, on va être obligé de vendre notre maison, et je vais divorcer, hélas. Comme 1 à 3% de la population, Pierre souffre de troubles bipolaires ou troubles de l'humeur. Notre humeur varie au gré des événements qui rythment notre vie. Chez les bipolaires, tout est disproportionné. Ils passent par des épisodes dits maniaques, des moments de surexcitation et d'euphorie, puis ils plongent brutalement dans une grave dépression. Il y a plus d'un tiers des patients qui vont mener une vie normale. C'est-à-dire que grâce à leur traitement, grâce à leur thérapie, grâce à leur prise en charge, c'est des personnes qui vont travailler, avoir une vie conjugale, des enfants, évoluer tout à fait normalement. Alison Simons a longtemps nié sa maladie. 15 ans après avoir été diagnostiquée, elle l'accepte enfin. Grâce aux médicaments, elle va beaucoup mieux. Elle arrive même à rire d'un de ses épisodes maniaques.
J'étais réveillée pendant 3 jours, je faisais des grandes œuvres d'art, je découpais des cartes postales, je les collais à des tableaux, je faisais du vernis, je faisais les cadrages des tableaux, je faisais des tas de choses pendant 3 jours, j'ai dépensé $10 000 dans 3 jours. Elle était attachée de presse. Aujourd'hui, elle sait que sa réinsertion passe par le travail. J'ai une maladie, oui, mais je me soigne, je suis stable, je prends mes médicaments régulièrement, je vois un psychiatre tous les semaines et maintenant je me sens je pense que j'ai la capacité de retourner au travail. Alors, la difficulté dans cette maladie, c'est souvent l'errance du diagnostic. C'est difficile de poser un diagnostic fiable. Oui, très difficile. La moitié des patients sont diagnostiqués après au moins 8 ans d'évolution de la maladie. Donc on a vu avec le témoignage de Pierre les conséquences dramatiques des phases d'exaltation maniaque qui peuvent parfois porter à sourire parce que les patients sont fantaisistes, font un peu n'importe quoi. Donc mais ça, ensuite, c'est dans les phases d'hyperactivité. Voilà, les phases d'hyperactivité maniaque. Mais les conséquences sont dramatiques. Ils n'ont plus d'argent après la phase maniaque, ils divorcent. Une période maniaque peut mettre la vie en l'air d'un patient. Il faut s'occuper de cette phase maniaque dès qu'elle commence. À peine. Et ça peut durer. Généralement, comment ça s'équilibre, les phases dépressives et les phases d'hyperactivité? Chaque phase peut durer plusieurs mois? Alors, en général, les patients sont plus souvent dépressifs qu'ils ne sont maniaques. Certains patients, en revanche, ne font que des périodes maniaques, d'exaltation. D'autres font essentiellement des phases dépressives et puis quelques petites périodes d'exaltation. Alors il y a une grande, pardon, je vous en prie, mais pour préparer cette émission, vous nous avez donné vraiment trois symptômes très représentatifs de cette maladie. La période dépressive, c'est vraiment l'envie de rien. La fatigue, la difficulté de concentration, ça ressemble à la dépression classique, en fait. Et puis, à côté, cette période maniaque qui peut se succéder ou pas, c'est vraiment une hyperactivité. D'un seul coup, c'est Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire d'un seul coup, les gens changent complètement. Hyperactivité, sensation de toute puissance, et puis alors des troubles du sommeil. Très important, le trouble du sommeil. Et vraiment un signe qui est typique de cette pathologie, c'est que les patients vous disent « je me réveille en coup de fusil ». C'est-à-dire qu'habituellement, quand on se réveille, on met quelques minutes à émerger, voilà, chacun un quart d'heure, une demi-heure. Là, non, c'est on-off. Les yeux s'éveillent, l'esprit est tout de suite à 100 à l'heure, on se lève, on va faire le ménage, on va préparer une conférence, on va peindre, Voilà, c'est typique de la manie. Alors, il y a plein de gens qui nous regardent, qui souffrent de troubles du sommeil et qui vont se dire « oh là là, je suis peut-être bipolaire ». Comment les rassurer ? Alors, comment les rassurer? S'il y a simplement un trouble du sommeil, ce n'est pas un trouble bipolaire, tout simplement. Dans le trouble bipolaire, il y a un syndrome, il y a plein de signes en même temps qui vont s'exprimer. Y compris des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Oui. C'est ce qui rend le diagnostic difficile pour certains patients, c'est qu'il y a des pathologies associées. C'est-à-dire que le patient peut avoir des troubles obsessionnels compulsifs, de l'alcoolisme, d'autres types de toxicomanie. Alors, il y a souvent des gens qui sont ce qu'on appelle cyclotimiques, qui changent un peu. Est-ce que ça, c'est une situation avant la période de bipolarité ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Alors, il y a des patients qui sont cyclotimiques et qui ne sont pas bipolaires. Et il y a des patients qui sont cyclotimiques et que, de surcroît, sont bipolaires. Voilà. Mais est-ce que c'est une maladie qui évolue? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut passer de cyclotimique à bipolaire? Est-ce qu'il y a une marge d'évolution? Chez certains patients, avant que la pathologie bipolaire ne se déclenche, ils avaient un tempérament cyclotimique, avec des variations de l'humeur assez marquées. Mais il y a souvent un détonateur, un événement important qui va enclencher la maladie, un traumatisme, un deuil, un licenciement, une promotion, qui sont susceptibles de provoquer une réaction émotionnelle importante qui va enclencher le trouble. Alors ça, ce sont les signes qui peuvent alerter. Est-ce que ça se traite? J'imagine que quand on souffre de ce type de maladie, on est traité à vie? Il faut un traitement à vie pour la majorité des patients. Le traitement est très important. Il doit combiner des médicaments, mais aussi, c'est indispensable, une prise en charge psychothérapeutique ou psychosociale au sens large. Et plus tôt on traite, mieux c'est. Moi, je suis toulousain, vous le savez, et donc on est attaché à la culture rugbystique, on est tous fans du Stade toulousain, et on prend une image qui est très parlante, c'est que le porteur du ballon doit être plaqué dès qu'il a la balle. Parce qu'une fois qu'il est lancé, c'est très difficile. Pour les décompensations, c'est pareil. Si la manie est lancée, l'exaltation est lancée, on a beaucoup de mal à retenir cette formidable explosion psychique, alors que si on s'occupe du patient dès que les symptômes précurseurs apparaissent, alors c'est bien plus facile. Et est-ce que tous les médecins savent bien reconnaître ces symptômes? Ou est-ce que parfois on confond une dépression avec autre chose? C'est le grand piège. Parce que les patients,
les patients, se soigner pour un patient bipolaire, ça ne va pas de soi. Quand il est hypomane, c'est-à-dire exalté mais pas trop, il se sent très bien. Il a plein d'idées, il a plein d'énergie, il n'a aucune raison d'aller chez le médecin. Il n'a aucune raison de demander à ce qu'on arrête cet état. Et donc les patients ne viennent voir le praticien qu'en phase dépressive. Et si le praticien ne va pas chercher auprès du patient, auprès de son entourage, les symptômes de l'hypomanie et de l'exaltation, il passe à côté et il soigne le patient comme une dépression. Mais donc on dit qu'il y a 2 millions de personnes atteintes. En fait, le chiffre doit être bien plus élevé. Il y a plein de gens qui ne doivent pas être répertoriés. Oui, il y a beaucoup de patients qui ne se soignent pas, qui n'identifient pas ou qui ne sont pas encore diagnostiqués. 2 millions, c'est même, oui, vous avez raison, c'est la fourchette basse des statistiques. Ça aboutit quand même sur 15%, dans 15% des cas sur des suicides quand même. C'est pas anodin, quoi. Le risque suicidaire est 10 fois plus élevé que dans la population générale. Alors, je crois qu'on a en ligne justement une jeune femme qui a eu tout ça, qui a eu tout ce parcours, Sarah, qui a souffert de bipolarité à l'occasion d'un trouble, d'un traumatisme. Sarah? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Richard. Bonjour Sarah, donc vous appelez de Toulouse, ça doit être quelqu'un que vous connaissez peut-être. Un petit peu. Sarah, quand les troubles sont-ils apparus chez vous? Alors vraiment la maladie s'est déclenchée en fait après ma 2e grossesse et suite également à un déménagement puisqu'on venait de faire construire une maison. Ouais. Donc tout allait bien. Ouais. Auparavant vous étiez plutôt comment? Quel caractère, quelle nature? Je dirais que oui, il y avait maintenant avec le recul certains symptômes qui étaient quand même là, peut-être pas aussi forts, mais finalement ils étaient là quand même. Par exemple, lesquels? Alors la dépression particulièrement, les symptômes des idées noires, pendant l'adolescence surtout. Et vous aviez, à contrario aussi, un sentiment d'hyperactivité, d'exaltation? Oui, par moment, oui, effectivement, c'était là. Quel traitement prenez-vous aujourd'hui? Comment gérez-vous votre maladie? Alors déjà, oui, comme vous dites, ça démarre par un traitement. J'ai un traitement avec des régulateurs de l'humeur qui diminue l'intensité des phases, justement. Et également, j'ai appris à connaître surtout la maladie pour mieux y faire face, notamment grâce à la psychoéducation. Est-ce que vous avez galéré avant qu'on pose un diagnostic? Oui, je peux dire que oui. Combien d'années? Alors, comme a dit le docteur, on confond souvent avec la dépression, une dépression simple. Et voilà, on ne voit pas la phase maniaque ou hypomaniaque à ce moment-là. Vous qui avez vécu tout ça, quel conseil donneriez-vous aux téléspectateurs qui nous regardent et qui se disent, bon, peut-être que moi aussi, je devrais aller consulter? Vous leur diriez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais leur dire s'ils doivent consulter, peut-être de faire une liste, peut-être des symptômes qu'ils ont, qu'ils ressentent, des moments, s'ils ont des moments où ils se sentent très exaltés ou très désinhibés, qui parlent beaucoup, qui ont des dépenses vraiment très importantes, ou à l'inverse, l'opposé, la dépression, envie de rien, une hypersomnie, un refuge dans le sommeil, voilà, des idées noires, l'isolement en fait. Je voulais juste vous dire qu'on en reparlera de ce sujet-là mardi prochain dans toute une histoire à 14h. On recevra des patients bipolaires et on développera leurs symptômes et ce syndrome. En tout cas, vous pouvez vous reporter au livre de Raphaël Giachetti, La maladie bipolaire expliquée aux souffrants et aux proches. Et dans votre livre, vous parlez beaucoup des proches, parce qu'effectivement, c'est une bombe dans une famille. Oui, la souffrance des proches est très significative et on a aussi besoin des proches souvent pour porter le diagnostic. Il faut se méfier du surdiagnostic. Vous l'avez dit, c'est un peu à la mode, on en parle beaucoup. Et ce sont les proches qui vont nous aider à discerner ce qui est de l'hypomanie, la petite exaltation de ce qui n'est pas de l'hypomanie, qui n'est pas pathologique et qui est un état de bien-être normal. Karine, on réagit au standard. Là-dessus, je vois beaucoup de SMS. Voilà. Oui, j'étais plongée dans les mails, énormément de mails. Il y a les deux, il y a 50-50. Il y a à la fois les proches qui témoignent ce matin. Par exemple, on a Isabelle de Paris, Isabelle de Cahors, on a Pascal d'Allo, qui nous disent que c'est très dur vraiment de vivre avec un bipolaire. Et on a aussi les bipolaires aussi qui témoignent, les gens qui souffrent de bipolarité et qui nous disent qu'ils ont eu du mal à accepter leur maladie. Surtout.
Ils ont eu énormément de mal à accepter leur maladie, même quand ils sont diagnostiqués, ils mettent plusieurs années avant de se dire, eh ben voilà, je suis vraiment, ma maladie porte un nom et je suis bipolaire. Et ce qui ressort aussi au Standard, on nous dit que énormément de bipolaires, malheureusement, se suicident. Alors, est-ce une réalité ou pas? Ouais, c'est ce qu'on disait dans 15% des cas, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et peut-être des bipolaires qui n'ont pas été diagnostiqués, mal pris en charge? Oui, tout à fait, non pris en charge, mal diagnostiqués, ou parfois très mal soignés. Alors, on se tourne vers qui? Parce que vous êtes spécialiste, vous habitez Toulouse. Il y a peut-être plein de gens partout en France, dans les petits villages, qui se demandent qui aller voir. Peut-être que les médecins généralistes ne sont pas aptes à poser un diagnostic. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Beaucoup sont seuls devant leur ordinateur à chercher des informations sur Internet. Ils se tournent vers qui? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a une association? Est-ce qu'il y a une plateforme, peut-être, pour les renseigner? Il n'y a pas de plateforme nationale, pas encore. Mais avec le développement de la télémédecine, il y a quand même des projets qui vont apparaître prochainement. Les patients doivent se rapprocher des gros centres de soins, des CHU ou de cliniques. Avec le bouche à oreille, on sait qui connaît. Quel service traite ça? La psychiatrie. La psychiatrie. Ah oui, mais rassurez-moi, on peut appeler son généraliste. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles bipolaires? Bien sûr, le généraliste a ses correspondants. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Parce qu'arriver dans un CHU sans savoir qui, quoi, comment, c'est pas évident toujours. Donc le généraliste peut aider ses patients. Tout à fait. Ok. Merci d'être venu nous voir. On se moi qui vous reportera remercie. à votre livre, évidemment, plein d'informations si vous êtes concerné, vous ou un proche, par ce syndrome bipolaire. Merci d'être venu. Merci à vous. Karine? Oui, donc je vous l'ai dit, c'est le printemps aujourd'hui. J'attends vos photos sur www.france2.fr et c'est aussi la journée du macaron. Aujourd'hui, on vous offre un macaron dans énormément de pâtisseries en échange d'un don pour lutter contre la mucoviscidose. Voilà, c'est pour ça que j'ai énormément, mais j'attends que la caméra, voilà, arrive, énormément, voilà, elle est là, hop, énormément de macarons sur le plateau, donc nous les dégusterons tout à l'heure. Et j'ai une photo de chien que je vous montrerai un petit peu plus tard, Yves. Bah, j'espère bien. Voilà, donc j'ai un petit problème informatique. Là, franchement, c'est une drôle d'idée que vous avez eue, monsieur Philippe Richard, photographe sous-marin mondialement reconnu. Hein. Vous avez été vraiment décoré déjà plusieurs fois pour vos travaux et vous avez accepté en exclusivité pour cet programme, c'est immense, de changer de modèle. Pourquoi les chiens? Les chiens n'ont pas la réputation d'aller sous l'eau. Mais avec vous, oui, ils y sont allés et ça va donner des photos étonnantes. C'est vous qui lui avez donné cette idée-là? Mais oui, parce que en fait, c'est parti de la découverte en fait de photos sur Internet de chiens qui plongeaient sous l'eau. Et on se souvient tous, enfin, que tous les gens qui ont des chiens lancent des balles à l'eau pour que le chien aille chercher. Enfin, mais pourtant, vous nous avez souvent dit que c'est très mauvais pour un chien de plonger, justement. Eh bien, on va effectivement en parler parce que le fait de voir les chiens sous l'eau va nous permettre de comprendre ce qui se passe sur la tête d'un chien lorsqu'il la met sous l'eau. Et ça va permettre de donner des conseils vétérinaires avisés. Mais pour ça, il fallait les images. Et les images de quelqu'un qui est un vrai pro de la photo. Vous prenez ce que vous dit Didier Régnier au mot, quoi. Quand il dit qu'il faut illustrer son sujet, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, cet appareil, cet engin? Alors, ce truc-là, c'est un caisson, c'est juste une boîte dans lequel il y a un appareil photo classique. classique. Vous êtes allé sous l'eau, vous, il n'y a pas longtemps. Oui, non, oui, sous l'eau pour Yves. Et le temps n'était pas vraiment clément. Un chat dans la gorge. Oui, oui. Et donc j'étais sous l'eau. C'est un caisson, un boîtier classique, donc numérique, qui est dans une boîte qui est complètement adaptée pour l'appareil photo. Donc toutes les commandes sont joignables, on peut tout faire. Et voilà. Et donc devant, il y a cette bulle qui est un dôme qui correspond à l'objectif qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que si on a un grand angle, comme c'était le cas pour les chiens, on utilise ce dôme-là. Si on fait des petites crevettes ou des crabes, on va utiliser un autre appareil qui est celui que je crois qu'il y a derrière. Avec cet appareil-là, vous photographiez tout sous l'eau, quoi. Vous êtes tout ce qui est gros. Tout ce qui est gros. Vous êtes spécialiste de ce qui est gros sous l'eau. Non, je ne prends pas que des thons. Alors, tout ce qui est gros, c'est-à-dire? Alors, les choses grosses, ça peut être des requins, comme par exemple des requins tigres qui font 5,50 m de long. Ouais. Ça peut être des dauphins, ça peut être des lamantins, plein de choses, des paysages. Là, on a plein de requins avec une loche géante qui est à l'écran là. Voilà, ça c'est les grosses choses. C'est intéressant parce qu'on les voit de près là pour le coup. Alors, on les voit de près, on les voit de très près parce que les requins tigres, par exemple, ils viennent toucher l'appareil photo. Voilà. Mais vous êtes dans une cage? Non, pas du tout.
il n'y a pas de danger. Il faut juste pas se faire toucher par le requin. Parce que le requin tigre, vous êtes de la taille de ce qu'il peut manger. Pour les attirer, on met des boîtes avec du poisson dedans, donc il y a l'odeur du poisson. Et donc ils viennent et ils se demandent quand ils arrivent sur vous si c'est vous qui êtes le truc à manger ou pas. Et donc ils essayent de vous toucher. S'ils vous touchent, ils sentent que c'est de la chair et à ce moment-là ils attaquent. S'ils vous touchent pas, s'ils touchent l'appareil photo, ils sentent que c'est du métal, du verre, et dans ce cas-là, ils vont pas attaquer. Ils passent au-dessus et là vous pouvez caresser le requin-tigre et c'est un grand moment. Bon, enfin, il y a des moments où vous devez avoir la trouille qui vous touche quand même. Hein. Alors oui, il y a des moments où il y a la trouille, mais bien sûr, dire qu'on n'a pas la trouille, c'est pas possible devant une bête pareille. Mais les dangers, c'est en surface, quand on est en apnée, c'est pas quand on est au fond en bouteille. Oui. Moi, je me suis fait mordre en Afrique du Sud, mais c'était en surface, dans une eau qui était donc trouble, et ils étaient en train de manger. Donc alors, on va revenir aux chiens, parce qu'évidemment, on resterait des heures avec votre invité. J'espère que vous reviendrez pour nous raconter vos aventures avec les requins. Les chiens, alors, comment avez-vous procédé? Comment ça s'est passé? Alors, Yves m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai vu des photos de chiens, est-ce que tu sais faire? J'ai dit, pourquoi pas, est-ce que tu peux le faire? Et donc, c'était il y a 15 jours. Alors, en 15 jours, monter une séance photo avec des chiens, trouver une piscine, les chiens collaborateurs qui auraient pu venir dans une eau à entre 4 et 10 degrés, accepter que le maître du chien soit dans l'eau à côté du photographe, parce que le chien, il va pas sauter pour les beaux yeux de Philippe, il va sauter parce qu'il y a le maître à côté. Et voilà, donc tout ça, ça a été une mise en place très rapide et très difficile. Donc vous les avez fait sauter dans une piscine? Voilà, donc j'ai trouvé la piscine. Il a fallu nettoyer la piscine parce que la piscine, naturellement, n'était pas prête pour recevoir. C'était une piscine à particulier. Donc il a fallu déjà nettoyer la piscine, donc ça a pris 3 jours. Après, trouver des chiens qui soient des chiens nageurs, donc des retrievers, des flat-coat retrievers, des Terre-Neuve, enfin tous ces gros chiens-là. Jolies, elles sont belles les photos. Hein. Merci. On dirait un tableau de Hopper. Et donc, et après, il fallait trouver un moment où c'était possible, en dehors de la neige, et on a essayé de faire des images. Bon. Donc une première séance un peu difficile parce que c'était de la découverte. Et à chaque fois, il y a une baballe dans l'eau. Parce qu'il il a fallu les motiver. Il faut qu'il y ait un but pour sauter dans l'eau. Voilà, il a fallu les motiver. Alors, c'était pas évident parce qu'en fait, le chien, il était sur le bord de la piscine et c'était une piscine classique sans marche. Ce qui veut dire qu'il fallait qu'il saute, qu'il plonge dans la piscine. Ouais. Et donc, alors, c'était des chiens avec des chiens d'éleveurs, la plupart, qui étaient là, qui étaient tressés et qui sautaient au coup de sifflet dans l'eau. Sauf que, où la balle flottait, et là, il l'attrapait tout de suite, et il remettait la tête au-dessus de l'eau, donc il n'y avait pas d'image. Donc, il a fallu lester la balle. Et alors, donc, il fallait prendre une balle qui coule, mais la balle qui coule, dès qu'elle était à 20 cm en dessous du chien, il ne la voyait plus, et il restait la tête hors de l'eau. Donc, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, non. Parce que le chien n'est pas un animal aquatique. Il faut savoir que les animaux aquatiques ont quand même des spécificités que n'a pas du tout le chien. Oui. On connaît tous les chiens qui nagent parce qu'effectivement, comme l'a dit Philippe, les retrievers... Des chiens sauveteurs. Moi, j'ai vu des chiens sauveteurs s'entraîner. Par exemple, le Terre-Neuve, qui est un chien sauveteur par excellence, mais il nage. C'est-à-dire qu'il a un harnais, il va chercher la personne à la surface de l'eau, il nage très très bien. Mais aller sous l'eau, ça nécessite quand même de voir sous l'eau, chose que les chiens ne font pas. Ils ne voient pas sous l'eau. Ça nécessite des adaptations parce que quand on plonge sous l'eau, eh bien, il y a de l'eau qui vous rentre dans les yeux, dans le nez. Il faut savoir que c'est quand même une drôle d'idée bizarre d'aller faire plonger des chiens sous l'eau alors qu'ils ne sont pas du tout faits pour ça. Mais ben oui, mais l'objectif c'est de voir un peu ce qui se passe et de comprendre parce qu'effectivement ça va déboucher sur des potentielles maladies. On connaît tous. Chiens, alors ils ont tous la crève, ils ont tous des problèmes d'yeux, on leur a mis des gouttes à sortir de l'eau. Ils ont des otites. Vous avez eu du boulot. En fait, vous faites ça pour remplir votre cabinet. Exactement. Mais en réalité, il faut que les gens sachent qu'on connaît tous. On connaît tous le sphincter urinaire, on connaît tous le sphincter anal. Il faut savoir que les animaux aquatiques, ils ont un sphincter nasal. Par exemple, la baleine, au niveau de la narine, puisque ça s'appelle un évent, elle a un sphincter qui ferme la narine. Le chien n'a pas de sphincter nasal. C'est-à-dire que quand le chien plonge sous l'eau directement, eh bien, comme nous, il va avoir de l'eau qui va rentrer dans le nez, sauf qu'il a une surface d'échange bien supérieure à la nôtre, et l'eau chargée de chlore dans la piscine ou chargée de sel dans la mer va pouvoir irriter son nez de façon très importante. Concernant les yeux, les animaux adaptés au milieu aquatique, ils ont une troisième paupière transparente, exactement comme le dôme de l'appareil photo de Philippe Richard, c'est-à-dire un écran qui évite que l'eau soit en contact direct
avec l'œil. Et du coup, l'œil est protégé. Eh bien, le chien n'ayant pas ça, ça montre à quel point c'est difficile de faire mettre la tête d'un chien sous l'eau. Et lorsqu'il ouvre la gueule comme ça, il attrape la tasse. Et lorsqu'il ouvre la gueule comme ça, eh bien, il a son clapet au niveau de la glotte qui lui permet de ne pas avoir l'eau qui arrive dans l'appareil respiratoire. Mais si toutefois, par malchance, il aspire, eh bien, il avale de travers, il peut se faire une bronchopneumonie. Donc, faites attention. Quand vous jouez à la balle avec votre chien, il y a 2 conseils. Le premier, faites en sorte que la balle ne soit pas lestée et qu'elle ne tombe pas au fond pour pas que le chien aille trop profond. Et deuxième conseil, faites attention au courant. Parce qu'il y a des chiens, c'est arrivé, qui se sont noyés parce qu'ils suivent la balle s'en va avec le courant, le chien suit la balle et malheureusement il ne peut pas revenir, il est épuisé et il coule. Donc faites attention, les jeux de balles c'est vraiment très particulier et sous surveillance. Et pour les yeux, les oreilles ou le sable qui se serait mis dans l'œil, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors systématiquement, à la sortie de la baignade, eh ben, on rince tout, comme l'appareil de photo, pareil. Alors il y a des solutions physiologiques pour nettoyer les yeux, qu'on peut aussi utiliser pour nettoyer les narines. Concernant les oreilles, il y a des produits nettoyants pour les oreilles qui sont légèrement gras, qui évitent que l'eau s'installe dans les oreilles. Et voilà, c'est très important. Et le chien, de toute façon, on doit le rincer, hein. On ne doit pas le laisser avec l'eau salée sur les poils. Que ce soit l'eau salée ou l'eau chlorée d'une piscine, il faut le rincer, c'est important. Ok. Donc je vous l'ai dit, ces photos sont sublimes. Franchement, on dirait des tableaux de Hopper, hein, qu'on a vu là au Grand Palais, qui est une exposition qui a triomphé. C'est magnifique. Je voulais vous dire que les photographies sous-marines de Philippe Richard, ici présent, vous pourrez les voir à l'Aquarium de Paris jusqu'au 5 avril. Dans l'exposition Ça pince, c'est une exposition sur les crustacés. Alors j'ai 2 expositions en fait à l'Aquarium de Paris. J'ai l'exposition Ça pince qui est une exposition temporaire jusqu'au effectivement 5 avril, et il y a une exposition permanente, une grande fresque de 10 mètres de long sur 1,90 m en rétroéclairé, qui est là, est installée en permanence. Et puis votre dernier livre s'appelle Ocean's Heart. Voilà. Publié au Seuil, paru en 2011. C'est génial votre boulot. Vous allez travailler sur quoi là, les prochains? Qu'allez-vous photographier? Alors les projets, ça serait les chats dans l'eau, effectivement. Alors ça existe, Bien sûr. Il y a une race de chats, particulière. On les appelle les chats nageurs. Ce sont les chats. Les Turcs Van, de l'île de Van. Et ces chats nagent. Alors on va essayer avec Philippe d'organiser une séance photo pour les chats. Voilà. Donc si vous avez un chat qui nage, appelez-moi, oui. J'ai sur mon site, vous faites Philippe Richard, vous me trouvez, il y a un petit contact. Non, alors c'est ce que vous allez faire, c'est vrai. J'aimerais bien faire des photos de chats, effectivement, dans l'eau, ça serait. Mais le prochain projet, c'est des requins en Égypte, des Longimanus. C'est les requins, ceux qui sont responsables, enfin, des accidents qu'il y a eu l'année dernière. Vous voulez pas qu'on aille filmer son travail c'est surtout dans les eaux turquoises que vous faites ça? Oui, je vous rassure. Si vous avez besoin d'une assistante pour aller approcher les requins, moi j'adore ça, je suis spécialiste. Karine. Yves, on a Anne de Clisson qui nous dit que Gaïa n'arrive pas encore à plonger mais profite du soleil. Alors je sais pas si on voit sa petite photo. Hop, non, on la voit pas. Bon, si, la voilà, Gaïa. Voilà, ça, c'est pas le profil du chien plongeur. Non, parce que déjà, ça ronfle, ces chiens-là. Ça ronfle. Sa chance à ce chien, c'est peut-être que la tête sous l'eau, les narines sont tellement pincées qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'eau qui rentrera dans son nez. Et les bichons maltais? Les bichons maltais, en fait, moi je voudrais parler pas du bichon maltais, parce qu'ils peuvent nager, mais c'est pas spécialiste. Mais il y a un truc qui est sympa à dire, c'est le caniche. Tout le monde se moque du caniche. Il faut savoir qu'au départ, le caniche, c'est un chien de chasse au gibier d'eau, c'est-à-dire au canard. Ah bon? Eh bien, les caniches, tout le monde les trouve ridicules lorsqu'ils sont toilettés avec leurs pompons aux pattes, aux épaules, etc. Il faut savoir, c'est ça ce qui leur permettait de nager avec plus d'efficacité. Ah bon? C'est-à-dire qu'au départ, le toilettage du caniche, c'est comme des rames, exactement Loïc. Comme des rames, ça les aide à nager, ça les aide à flotter et à aller chercher le canard dans l'eau. D'accord. Et j'ai pris des photos des Terre-Neuve et on voit les pattes sous l'eau, les pattes sont palmées. C'est assez étonnant. Bon, on va arrêter là, on reviendra, vous revenez avec vos photos. Plaisir, moi, je veux bien que vous me racontiez comment vous photographiez les requins. En attendant, nous allons aller découvrir les coulisses d'un spectacle magnifique, une troupe chinoise. C'est le plus beau spectacle de danse sur les danses traditionnelles chinoises. Alors effectivement, c'est vraiment une invitation au voyage parce que c'est le plus grand spectacle de danse chinoise qui tourne dans le monde entier. Ils sont de passage dans 2 semaines sur
Paris, et nous sommes allés les voir un peu en avant-première. C'est extraordinaire parce que vous retrouvez des fresques gigantesques. C'est l'image qu'on a de la Chine. Moi, je suis jamais allé en Chine, et quand je me suis assis devant ce spectacle, vous avez 100 artistes sur scène. La Chine traditionnelle. Voilà, la Chine traditionnelle. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu leur French Cancan à eux. Et bien, voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut imaginer 60 danseurs sur scène qui dansent, mais tous avec des gestes impeccables, exacts. C'est presque militaire. Et justement, nous sommes allés les rencontrer pour découvrir comment ils travaillaient. Et vous allez voir, c'est réellement une invitation au voyage direction la Chine. Aujourd'hui, les coulisses de Shen Yun, un des plus grands spectacles d'art chinois. Ah bah, il y a du monde. Alors là... « 50 musiciens, 40 danseurs, de par le nombre, ce corps de ballet est impressionnant. Mais parmi la centaine d'artistes sur scène, il y a quelques Français, comme Madeleine. C'est quoi l'histoire en fait? Comment on se retrouve à recréer un spectacle aussi grandiose d'art asiatique? Bien, ça a commencé en 2006 avec un spectacle pour le Nouvel An chinois. Et après ça, le public a en demandé encore davantage. C'était un vrai succès et donc la compagnie de ce spectacle pour le Nouvel An chinois est créée à New York. Bon, et alors là quand même, cocorico, parce que vous êtes française, mais vous n'êtes pas la seule dans la compagnie. Non, je ne suis pas la seule. Combien vous êtes de Français? 3. 3 Français? Voilà. Cocorico. En 6 ans, ce spectacle a fait le tour du monde. Corée, Japon, Australie, Angleterre, rien n'arrête Shen Yun. Parmi les danseurs, il y a un Français. Alex, il est là. Regardez, hop là. C'est quoi le but de ce spectacle finalement? En fait, le but de ce spectacle, c'est que la culture traditionnelle, les valeurs traditionnelles chinoises ont été peu à peu perdues durant ces dernières décennies à cause de la situation en Chine actuelle qui est pas vraiment simple, c'est assez compliqué là-bas. Et notre but, la mission de Shen Yun, c'est de vraiment faire revivre ces traditions à travers le spectacle, à travers les arts. Et 5000 ans en 2 heures, ça donne ça. Comment on se retrouve embauché dans une compagnie new-yorkaise? Après avoir regardé le spectacle en 2006 au Palais des Congrès, j'ai adoré quoi. Et comme je suis moitié chinoise, donc je comprends un peu la culture chinoise quoi. Et je me suis dit j'ai envie d'essayer. J'ai commencé à pratiquer pour la compagnie Shen Yun. Donc à travailler sur ma souplesse, ma capacité physique. Et dans cette troupe, question souplesse, il y a quelques spécialistes. Au total, chaque spectacle nécessite 6 mois de répétition. Combien de temps on met avant d'arriver à faire ce qu'ils sont en train de faire là? Honnêtement, au moins 5 ans, au moins 5 années, voilà. Je vais commencer par m'étirer, puis je reviens. Hein. D'accord, pas de souci. Bonne chance. Magnifique. Effectivement, magnifique. De vrais tableaux. De vrais tableaux, de vraies fresques. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que réellement on voyage. Alors, ce qui est aussi important de dire, c'est que c'est un spectacle qui n'a jamais pu jouer en Chine, parce que ils sont... La danse traditionnelle qui est mise en avant, c'est une danse plutôt traditionnelle d'un courant bouddhiste. Ah ouais, qui ça, par moment, je ne comprenais pas comment des Chinois pouvaient être en adhésion avec le bouddhisme, puisque c'est quand même des... Non, justement, donc ça les a réellement installés dans une situation vraiment d'opposition. Ils n'ont jamais joué en Chine. Ils ont même par moment des difficultés à jouer sur certaines scènes. Pourquoi on en parle? Je ne sais pas si vous l'avez dit, puisqu'ils sont quand même, ils se produisent à Paris. Voilà, ils se produisent à Paris dans 2 semaines. Effectivement, ils seront au Palais des Congrès durant 2 jours. C'est déjà très plein, mais il reste encore quelques places. Donc si vous êtes de passage à Paris, sautez sur l'occasion. Et réellement, voilà, c'était important de souligner parce que c'est spectaculaire et on voyage. C'était important de le souligner. Non, parce que oui, franchement, c'est spectaculaire et on voyage. Allez, on va recevoir Dave. Merci, mon petit Loïc. Karine, une petite réaction à cette chronique qui était vraiment importante à souligner et surtout qui nous a fait voyager. Exactement, qui nous a fait voyager. Ben non, on voyage aussi au Standard et on voyage. J'ai la Belgique qui nous a écrit. La quoi? La Belgique. Ah, pardon. Vous connaissez? Oui. Vous connaissez pas la Belgique? Si, non, mais... Je vais peut-être mal prononcer, peut-être vous voulez dire. Un petit peu.
Non, les Belges nous écrivent beaucoup ce matin en nous disant qu'il pleut en Belgique. Et j'ai aussi... ça, c'est une information, franchement. Sophie, il était important de la souligner. Tout à fait, en ce jour de printemps. Et justement, en ce jour de printemps, vous êtes nombreux à nous envoyer quelques photos. Malheureusement, il ne fait pas beau du tout. Je crois qu'on va pouvoir voir les photos. Alors, on nous envoie des jonquilles. Moi, je les vois pas. Voilà, des crocus. Des crocus. Et vous allez voir un temps très couvert. Alors ça, c'est dans les Pyrénées. Il fait beau dans les Pyrénées. En revanche, le soleil va se lever. Et là aussi, on est sur... Il y en a une autre. Non, il y en a plus. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'en ai quelques-unes. Il faut que je me forme un peu plus. Alors, on va recevoir Dave. Il est à l'affiche d'une chanson pour ma mère, une comédie qui sort la semaine prochaine sur vos écrans, le 27 mars. C'est l'histoire de 4 enfants qui se retrouvent au chevet de leur mère sur le point de mourir. Ils décident de lui offrir un cadeau d'adieu, une rencontre avec son idole, Dave. C'est son rêve. Alors, figurez-vous qu'ils vont organiser l'enlèvement du chanteur alors qu'il se produit en province. Donc c'est un film un peu loufoque. On va en parler avec lui puisque Dave est notre invité ce matin. On le reçoit en direct. Et pour le recevoir, nous n'avons pas eu besoin de le kidnapper. Il est venu de son plein gré. On regarde la bande-annonce du film. Bah oui, j'arrive, mais tout le monde se traîne ici. Je vais accélérer un peu le mouvement. T'es dehors, là. Ton vœu de silence, ça compte plus. On s'est jamais rien dit de toute façon. C'est lui qu'elle veut. C'est son rêve et il est à côté. Il faut qu'on le fasse venir ici. On est peut-être pas obligé de te taper le concert. Il est là dans le camping-car derrière, regarde. Oh, ne démarrez pas là, je suis dans la douche là-haut. Mais qu'est-ce que vous voulez enfin? Vous écriviez une chanson pour notre mère. Ça s'appelle un kidnapping. On va prendre un peu de soupe. Qu'est-ce qui se passe? On va voir si vous avez toujours la cote. J'arrête. Et vous l'avez bien fait pour du vieux gouda, alors. Vous êtes taré. Il est parti par où, Jean? C'est pas là, hein. Oh, c'est faux. Il a laissé filer avec ses conneries. Et franchement, tout ça prend l'autographe. Faudrait quand même pas trop faire chier en faisant sa starlette. On peut dire que je fais partie des murs chez vous, hein. Les Didi avant son mariage, là. De la ferme, oui. Bon, annonce super efficace. Ben, c'est important, je pense, parce que pour le moment, le problème n'est pas est-ce qu'ils vont aimer le film, le problème c'est est-ce qu'ils vont voir le film. Ben, bien sûr, est-ce qu'ils vont y aller? Donc il sort le 27 mars. Alors c'est un choix amusant. Vous avez quand même joué que dans des films un peu déjantés. La Cité de la Joie, Poltergeist. Ouais, c'est des passages. Hein, ouais, des passages. Donc là, c'est un premier film et le réalisateur est venu voir il y a 4 ans. Car il faut... Alors on peut dire que c'est quelqu'un qui travaille avec Frédéric Lopez sur... Avant tout, c'est un chef-monteur qui a son autorité dans le milieu des chefs-monteurs. J'avoue que je connais aucun chef-monteur. Et le film a été... Le chef-op est un mec, en revanche, que Pierre Haïm, qui a fait Police de Maïwen, qui a fait le film de Danny Boone, de Ch'ti et compagnie, moi aussi la haine. Donc c'est vraiment... L'équipe technique est très très calée. Et lui, Joël Franca et moi, nous avons tous les deux, je crois, avoir de ce qu'on appelle la chance du débutant, beginner's luck. Parce que j'y suis allé... Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Ben, ma première action a été négative. Je dis, ouais, je peux encore faire Dave, ça va quoi, je fais Dave tous les jours, toute ma vie, depuis bientôt 69 ans, ça commence à bien faire. Mais... 69 ans, non, je le crois pas. Dans un mois, oui. Mais comment faites-vous? Je ne peux pas le dire à l'antenne. Je vous le dirai à l'antenne, cher ami. Mais il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Mais non, c'est-à-dire que quand j'ai tout simplement eu la réaction, toute modestie de Jean Gabin, l'histoire. Enfin, j'ai adoré son scénar. Et je ne sais pas lire des scénars, c'est pas mon métier. Mais là, cette famille était très bien dépeinte, ces paysans, ces non-dits, ces cadavres dans le placard, comme dans tous les familles d'ailleurs, la mère émouvante et tout. Et là, pour une fois, au lieu de dire, généralement, j'ai dit, je suis très mauvais et très cher, là, j'ai dit,
je suis pas sûr que je peux le faire. Alors, c'est un film qui mélange à la fois l'émotion et l'absurde, des situations rocambolesques. Et l'émotion, oui, parce que moi, j'ai été très émue. On va en reparler, justement, de ce... Je sais pas combien de temps on a, c'est pour ça que je parle très vite. Donc, 4 enfants au profil très différent. Hein. Ça se passe à la campagne. Alors, il y a l'homosexuel, celui qui a fait... Oh, c'est pas sûr. Il est peut-être un peu olé. Enfin, il travaille dans la mode. Et alors, ils sont pas tous... Ils sont contents dans la mode. Tous les PD. Allez, mais non, je pas dit ça, mais quand même... il y a de fortes présomptions, on va dire, non? Oui, hein, j'ai un petit doute, moi aussi. Donc, il y en a un qui a fait vœu de silence, qui est entré dans les ordres, parce qu'il est allergique à la paille. Voilà, il y en a un autre. Quel rapport? Mais donc, il fallait qu'il quitte la ferme. Et dans la ferme, il y a ou le monastère ou la ferme. Donc, voilà. Il y en a un autre qui est agriculteur, donc qui a repris le travail à la ferme, et la fille qui est femme au foyer, on va dire. Avec Tim Seed, qui lui a une entreprise de pompes funèbres. De pompes funèbres. C'est pour ça qu'on vous voit. Voilà. Donc tout ce petit monde va se retrouver au chevet de la maman qui est sur le point de disparaître. Non, et pas donc, de disparaître, de mourir, si je peux me permettre, parce que disparaître, c'est en mer. Elle va mourir. J'aime pas trop en français le mot disparaître, voyez-vous. Petite correction, voulez, hein. merci. Je vous en prie. On est en direct, sinon je ne l'aurais pas dit. Et donc, il y a d'abord des problèmes de rapport au sein de cette famille, des trucs traditionnels qui manquent de communication. Ils ne communiquent plus entre eux, ces gens-là. Donc, dans des moments comme ça essentiels, on se retrouve, on essaie de dialoguer. Donc, c'est l'un des aspects du film. Tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a le côté un peu loufoque, effectivement. Il vous kidnappe, alors dans des conditions en fait, s'il m'avait demandé si je voulais bien venir au chevet de leur mère qui est mourante, j'y serais allé, il n'y aurait pas eu de film. Et donc, ils s'y prennent très très mal, ils vont le demander, ils n'ont jamais eu affaire à moi directement. Mon manager, c'est une espèce de gros con, je vais très très bien de par une Ruten, et heureusement que le mien dans la vie n'est pas comme lui, hein. Mon Michel Albert à moi, c'est un homme très intelligent et brillantissime. Mais là, évidemment, je dis ça parce qu'il regarde. Mais là, il est évident que, à un moment, ils vont partir dépités. Et là, la petite, qui a 13 ans, voit Dave qui rentre dans, je parle de moi comme Alain Delon, hein, qui rentre dans la caravane, il se change, il se rapproche, il voit que les clés sont sur le tableau de bord, et là, ils partent avec les voitures. Et là, c'est le début du drame, quoi. Mais c'est ça qui est drôle. Alors ça, c'est drôle. On vous voit aussi c'est vrai, on vous voit aussi en province, ça se passe comme ça? Ah, ça, c'est ma vie, oui. Hein, ah oui, c'est votre vie. très juste. Donc, dans des petites salles comme ça, avec des gens debout. Des grandes, ou des grandes. Ou des grandes. Bon, alors, donc, revenons à ce moment quand même essentiel. Vous, il y a quelques années, vous avez révélé avoir assisté à la mort volontaire de votre maman. Hein, donc j'imagine que c'est quand même le choix de ce sujet ne vous a pas laissé indifférent. Votre maman qui a choisi le moment de sa mort. Oui. Oui, allez-y. Non, allez-y. Non, je voulais dire que j'ai travaillé avec un coach pour faire ce film parce qu'il y avait de vraies scènes de comédie et je n'ai aucune expérience et peut-être pas de talent, donc, mais en tout cas pas d'expérience. Et là, dès le début, Joël Franca, le réalisateur, m'a dit cette scène-là, t'as pas besoin d'être coaché. Et alors, il avait complètement raison. C'est la scène où vous êtes au chevet de cette maman, justement. On devrait le dire parce que logiquement, j'y vais pas, c'est une surprise pour tout le monde, mais bon, on se doute un peu que ça va arriver. Et là, en effet, entre Michel Moretti, qui joue la femme, d'ailleurs, elle m'a avoué que c'est la première fois qu'elle meurt dans un film, elle qui a fait beaucoup de films avec Téchiné, qui était une actrice souvent de second rôle, mais une grande actrice, et elle m'a vraiment... Là, ça se passe dans le regard, quoi. Elle m'a donné ce qu'il fallait, et je pense que c'était réciproque. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait appel à des souvenirs personnels pour cette séquence? Mais le coach m'a dit, ne dites jamais, ça c'est votre truc à vous, dites pas comment vous faites. Mais là, c'est évident que j'étais dans une situation que je connais, et que le vrai chagrin, le souvenir m'a bien aidé, quoi. C'est peut-être horrible de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous, depuis des années, dans vos spectacles, vous dédiez une chanson à votre mère qui s'intitule Dernier regard. On va l'écouter. Ah bon? Quelle bonne surprise. Chanson pour maman. Dernier regard, c'est l'heure du départ. Dernier voyage vers d'étranges rivages. Si le temps nous éloigne, elle sait que mon regard l'accompagne. C'est vrai que là où elle va, elle n'emporte rien. Que ce dernier regard
à l'heure du départ. C'est une chanson que tu as écrite après? Un truc écrit après la mort de ma mère. Voilà. Ah, donc c'est une chanson écrite après le décès de votre mère et que vous chantez donc à chaque fois? Peut-être pas à la fête de Vierre de Maubeuge, mais c'est vrai que ce qui est très intéressant et étonnant, c'est que Joël Franka est venu depuis quelques années beaucoup me voir. Et quand je chante cette chanson, avant de la chanter, j'ai dit une chanson pour ma mère. Et c'est devenu le titre de ce film. Ah, et parce que je me suis rendu compte un jour dans une émission de radio, pour être très précis, à l'RTB à Mons, l'animateur a déjà annoncé la chanson en disant « Voilà encore une chanson d'amour, comme d'Ève le secret ». Et je dis « Mon pauvre, t'as rien compris ». Donc, c'était pas de sa faute si on n'écoute pas bien. Donc, comme je voulais pas que ça se produise sur scène, j'ai dit une chanson pour ma mère. Et là, les gens comprennent que c'est une chanson sur un départ, quoi. Et c'est un moment toujours très émouvant. Il y a une jolie silence à la fin. Les gens applaudissent pas tout de suite. S'entend un peu renifler. Enfin, moi, ça me fait du bien de le faire. Il faut surtout pas que si je saute si je pleure, je peux pas chanter. À part Marie Leforêt, personne ne peut pleurer et chanter à la fois. Enfin, quand elle chantait Cadeau, je sais pas, vous vous souvenez, il y avait des grosses larmes qui coulaient. C'était génial. Mais ça, c'est impossible. Un jour, j'ai pas pu le finir parce qu'il y avait mon frère dans la salle. Et là, c'est remonté. Quoi, tu chantes pas, quoi. Alors, donc, je disais, c'est un mélange d'émotion et d'humour. Vous êtes le premier à vous moquer de l'image des chanteurs stars des années 80, un peu ringardisés. 70, hein? 70, ouais. Mais vous traversez toutes les décennies. C'est extraordinaire, oui. Voilà. Vous le constatez, ça, auprès de vos fans, ce que vous apportez dans ce film au chevet de cette fan, le bien que vous leur faites? Ils vous le disent à chaque fois? Je le ressens et c'est quelque chose de fantastique. Moi qui voulais devenir pasteur, finalement c'est la bonne parole, quoi. Sauf que c'est des chansons d'amour. Mais je pense que si j'ai trouvé des sujets plus importants que l'amour pour chanter, je les chanterai peut-être, mais je n'ai pas trouvé encore. Une chanson pour sa mère, c'est comme ça que ça s'appelle? Pour ma mère. Une chanson pour ma mère, ça sort mercredi prochain. La cuisine de Benjamin, on retrouvera la recette demain, hein, comment ça s'appelle? Butternut. Butternut, voilà, on va la goûter quand même, et puis il vous refera la recette demain matin. Merci d'être venu nous voir, Deb. Prochaine date, on vous les donnera peut-être sur notre site internet. Vous êtes en tournée ou là? Ah oui, j'ai en tournée. Oui, oh là là, vendredi. N'arrêtez pas, jamais. Vendredi, je suis à Toulon, samedi, je suis à Marseille. Parfait. Voilà. Merci d'être venu nous voir. Allez voir ce film donc qui sort le 27 mars. Bonne journée, Thierry Beccaro dans un instant et je vous retrouve à 14 h. Les bébés de toute une histoire, ce sera le sujet du jour. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.